Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la seconde partie de ce YDMA sur 18 arthropodes que vous m'aviez proposé de dessiner. Je vous conseille d'aller voir la première partie qui est en fiche, si vous ne l'avez pas vue, étant donné que là on va reprendre directement où on s'en était arrêté, sans forcément reprendre toutes les définitions. Et si dans la première partie vous voulez pas tout voir, il y a les timecodes des sujets en description, comme pour la vidéo que vous visionnez. Donc je vous laisse avec une araignée qui fait n'importe quoi pendant 5 secondes, et on est reparti. Pour revenir aux arthropodes, il est temps de sortir intégralement de l'eau avec les insectes. D'après les estimations faites sur ADN et moléculaire, les insectes sortent de l'eau courant silurien, mais c'est à partir du Dévonien qu'ils explosent en prenant des rôles écologiques majeurs sur les terres émergées. Et avec les millions d'années arrivent les ptérygotes, qui sont les insectes dotés d'ailes, parce que oui, des insectes sans ailes, ça existe. C'est rare aujourd'hui, mais ça existe toujours. Leurs fossiles sont connus à partir du Carbonifère. Et croyez-le ou non, mais la France regorge de leurs fossiles. Si. On avait vu Arthropleura en arthropode géant, et c'est pas pour rien que le Carbonifère est surnommé l'âge des insectes géants. Certains des plus grands représentants du groupe sont déclarés à la fin de la période, ainsi qu'au Permien juste après. Dont pour le Carbonifère terminal, Homoioptera gigantea. Il appartient à l'ensemble des paléodictyoptères, des insectes de grande taille qui étaient apparemment des suceurs de sève. Ce qui est intéressant avec ces animaux, c'est que leur lignée est aujourd'hui totalement éteinte et montre des caractéristiques que nos groupes modernes n'arborent pas ou alors rarement et pas pour les mêmes raisons. De longues projections post-abdominales caractéristiques qu'on appelle des cerques, des pièces buccales anormalement projetées comparées aux suceurs de sève modernes. En gros, c'est un peu comme si le gui était devenu un insecte de 30-40 cm d'envergure. Ça fait un bon pitch pour un nanar. Et enfin des projections de la cuticule antérieure aux ailes. C'est ce qui leur a valu d'être surnommés les insectes à 6 ailes, ce qui effectivement est un petit peu surprenant quand tous nos insectes modernes n'en ont plus que 4 ou 2 chez une minorité de groupes comme par exemple les diptères. L'origine des ailes chez les insectes est un sujet très bordélique étant donné qu'un peu à l'image de l'évolution du système respiratoire chez les arachnides, vous verrez quand on arrivera à ça dans les Cheliceratim, ça va être une horreur, vous avez pas idée. La biologie de l'actuel propose plusieurs hypothèses sur l'origine de ces structures et les fossiles ne permettent pas de trancher vu que comme plein d'arthropodes en général, le trou majeur dans leur histoire évolutive il est au niveau de l'origine du groupe. En bref, c'est un truc qui méritera à lui seul une vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à y dire et que dans l'état actuel les insectes sont les arthropodes où je m'y connais le moins donc je vais pas m'avancer sur des trucs qui pourraient être foireux. Par contre ne pensez pas que dans le même temps ils étaient les seuls insectes volants puisque voilà la fameuse, la bien connue reine des cieux du Carbonifère, Meganeura moni, qui était probablement un prédateur de Paléodictyoptères justement. Meganeura est considéré comme l'un des plus grands insectes de tous les temps, avec une envergure allant taquiner les 70 cm, et est considéré comme un prédateur qui était assez répandu dans les environnements tropicaux et lacustres du Carbonifère supérieur. Son allure de libellule géante nous la rend un peu familière, même s'il faut bien avoir à l'idée que c'est un parent lointain de nos espèces modernes, et que Meganeura arbore des caractères bien différents des fois, comme un abdomen à l'extrémité doté de structures absentes de ses cousines modernes, les libellules et les demoiselles. Donc je sais pas si vous avez vu un anax empereur, c'est les grandes libellules qui deviennent malheureusement trop rares en Europe alors que c'est des animaux qui sont absolument magnifiques. Je sais pas non plus si vous avez déjà entendu le boucan que ça fait avec le battement rapide de ses ailes. Alors maintenant essayez d'imaginer si sa taille était multipliée par 6, et vous avez une Meganeura. Elle a été trouvée massivement dans les formations de charbon français, et le spécimen de référence, l'holotype, est même français, cocorico. Bon, par contre, j'aimerais faire un petit point histoire là, et mentionner qu'on parle d'un holotype, où le mineur qui l'a dégagé a pas fait gaffe, et a donné un énorme coup en plein sur le fossile. Donc en gros, on a un holotype avec juste les ailes d'exploitable. Et si vous pensiez qu'il y allait y avoir une chute à cette blague, il n'y en a pas parce que c'en est pas une. Je vous encourage à aller le voir justement, l'holotype, il est au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Les insectes ptérygotes vont par la suite continuer d'exploser tous les records. Les holométaboles qui apparaissent courant dévonien constituent une partie particulièrement importante des insectes de notre culture générale, puisqu'une bonne partie de nos insectes en font partie, à l'image des fourmis. Pareil, là je précise bien les fourmis, parce que sans compter les fossiles,
Actuellement, des milliers d'espèces sont regroupées dans la famille des Formicidés. Mais pour le coup, ici, on va dire totalement fuck au cas classique, en allant chercher dans les fossiles Ceratomyrmex ellenbergeri, aussi appelée la fourmi licorne. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter là ? Les fourmis arrivent assez tard dans le registre fossile en vrai, n'étant déclarées qu'à partir du début du Crétacé supérieur un peu partout en Eurasie. Et c'est dans de l'ambre birmane du Cénomanien qu'a été retrouvée cette fourmi licorne. L'usage de cette extension est un peu inconnu et pas vraiment certain, pouvant aller d'une aide à la gestion physique des larves et des pupes. Pupe, c'est le nom qu'on donne au stade intermédiaire entre la larve et l'imago, c'est un peu un équivalent du stade des chrysalides des papillons, à des fonctions un peu plus défensives-offensives en étant combinées aux mandibules démesurées de cette espèce. Malheureusement pour toi internet, ça reste une fourmi et pas une licorne, donc pas d'arc-en-ciel qui lui sortent de l'abdomen, désolé. Et l'actuel dans tout ça ? Parce que là, sur 4 insectes, pour l'instant, les 3 dont je vous ai parlé sont tous éteints. Donc pour boucler le groupe le plus vaste du monde vivant, voici le genre Mengenilla. Non, c'est pas du troll, et ça va me permettre de vous parler de plusieurs trucs qui sont importants. Déjà, quand vous observez un être vivant, posez-vous ces questions et plein d'autres. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je reconnais des trucs que je connais déjà ? Dans quel environnement je suis ? Est-ce qu'il y a des différences marquées entre mâles et femelles ? Est-ce que des observations de ce que je vois ont déjà été reportées ? Ça peut vous éliminer des pistes, pour ça je vous renvoie vers une des vidéos de plantes carnivores qui est en fiche. Et surtout, concernant les arthropodes, à quel stade de développement est l'individu que j'ai sous les yeux ? Les arthropodes peuvent avoir des changements de thrombine assez spectaculaires entre 2 stades de développement, et chez les insectes holométaboles, les passages de larves à pupe chrysalide à imago sont assez vénères, ce qui fait que vous pourriez vous tromper complètement sur votre identification. Et vous avez tout ça de concentré chez Mengenilla. Ce que j'ai dessiné, c'est la femelle d'une des espèces du genre, mais les mâles, eux, atteignent le stade d'imago, même s'ils sont dépourvus de système digestif. La nature, quoi. La femelle est un parasite des insectes hyménoptères comme les guêpes, où elle reste en stade larvaire toute sa vie en leur détériorant, si on peut dire comme ça, l'abdomen. Donc, à vue d'œil, on pourrait se dire que c'est 2 bestioles complètement différentes, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste un cas de dimorphisme sexuel très marqué, induit par le comportement de l'espèce, avec des femelles atteintes de néoténie. Pas mal pour juste une larve, hein ? Et le dimorphisme sexuel qui part en sucette, c'est le cas de beaucoup plus d'animaux qu'on pourrait penser. Et si vous voulez un exemple un peu plus proche de nous, j'entends dans les vertébrés, je vous renvoie à la vidéo de la boîte à curiosité sur l'abaudroie abyssal, toujours en fiche. Notre périple est bientôt terminé, mais j'aimerais désormais revenir loin dans la phylogénie, pour un groupe qu'on a laissé de côté au début du Paléozoïque. Aux côtés des mandibulates et des trilobites se développe un groupe plus discret mais tout autant intéressant où les antennes ne sont plus remplacées par des appendices en pinces, les chélicères. Ces arthropodes vont se diversifier dans le milieu marin, tout en donnant naissance fin cambrien au 2e groupe d'arthropodes le plus diversifié après les insectes, les arachnides. Ces animaux sont caractérisés par une locomotion assurée par 4 paires de pattes locomotrices, la présence d'une paire d'appendices palpeurs à l'avant appelés des pédipalpes, ainsi que de chélicères hérités de leurs ancêtres aquatiques. De manière convergente avec les malacostracés, le corps se divise en 2. À l'avant, un céphalothorax, mais cette fois-ci entièrement fusionné, porte les pattes et les appendices buccaux. Et à l'arrière, on a un abdomen. Le corps se recouvre de soies sensorielles, rendant les arachnides très sensibles aux vibrations de leur environnement. Discrets au départ, les arachnides explosent au niveau de la représentation fossile au Dévonien et au Carbonifère, la plupart des grandes lignées modernes étant représentées à la fin du Carbonifère. Les arachnides comportent de nombreuses lignées, mais ne gâchons pas la surprise, parce qu'il y a toute une série dédiée aux chélicérates sur cette chaîne, je vous rappelle. Le premier arachnide de cette liste est Metazolpuga picta, du groupe des solifuges. À l'image des autres espèces du groupe, c'est un animal qui vit dans des climats chauds et arides. Ici, nous avons affaire à une espèce endémique de Namibie. Diurne, il est taillé pour supporter des températures supérieures aux canicules de la métropole, des températures trop froides pouvant lui être nocifs. Ce qui ressort particulièrement chez les solifuges, c'est les chélicères, normalement petites chez les chélicérates, ou moins modérées. Elles sont ici absolument gigantesques, aussi grosses que le céphalothorax. Ces appendices sont utilisés pour la prédation et la manipulation de la nourriture.
Ce qui distingue principalement Metazolpuga picta parmi l'échantillon d'arthropodes utilisés dans cette vidéo, c'est son système respiratoire. À l'image des myriapodes et des insectes, les solifuges font partie des groupes d'arachnides qui ont acquis de manière convergente des trachées. Sauf que chez les arachnides, on a aussi des groupes dotés de poumons organisés en fines lamelles de tissu. Je vous parlerai en détail d'à quel point ça pose des problèmes dans la compréhension de l'évolution des arachnides quand on en viendra à eux dans les Chelicera Time, parce que c'est un bordel sans nom qui dure depuis les années 80 et que je veux vous l'expliquer correctement. C'est cette raison pour laquelle on va ici conserver une structure en râteau, dit aussi polytomie, on l'a fait remarquer en commentaire dans la première partie, d'où se démarquent à leur tour les scorpions. Et celles et ceux qui suivent un peu les recherches en phylogénie des arachnides savent à quel point ça bouge depuis 2010-2015 pour comprendre que ne pas faire de râteau demanderait 5 minutes d'explication supplémentaires au moins. Ces arachnides sont très facilement reconnaissables à leur pédipalpe modifié en pince préhensible, le développement de structures appelées des peignes qui détectent les conditions du substrat, et évidemment la spécialisation d'une partie de l'abdomen en une queue, avec des grands guillemets, terminée par un dard porteur de venin. Les scorpions, bien que représentés par près de 1800 espèces, sont aujourd'hui un peu plus limités écologiquement que par le passé, leur heure de gloire visiblement se situant principalement au Paléozoïque, où ils sont les premiers arachnides connus dès le Silurien. Et un des représentants plus tardifs de cet âge d'or, c'est Pulmonoscorpius kirktonensis. Daté du début du Carbonifère supérieur, ce scorpion atteignait les 70 cm de long depuis les chélicères jusqu'au bout de son dard, en faisant un des plus grands arachnides connus dans le registre fossile. A noter aussi, vous avez probablement connu Pulmonoscorpius par Prehistoric Park. Et bah je vais peut-être briser vos rêves, mais Pulmonoscorpius a vécu à 25 millions d'années d'écart d'Arthropleura armata et Meganeura moni. Donc c'est comme pour les dinosaures, toutes les créatures avant la lignée humaine n'ont pas vécu en même temps. Nigel aurait dû faire quelques voyages supplémentaires pour remplir son vivarium. Les arachnides à poumons se concentrent pour le reste en un groupe dont la solidité est en permanence confirmée depuis des décennies, les tétrapulmonés, arrivant début Dévonien. Ils sont caractérisés par une respiration assurée ancestralement par 2 paires de poumons ouvrant sur la face ventrale de l'abdomen, et les chélicères sont désormais à 2 pièces et plus 3. 2 branches vont se distinguer, dont une où la première paire de pattes acquiert une fonction d'antenne plutôt que locomotrice. Et c'est parmi ce groupe que l'on retrouve Masticoproctus giganteus. Alors vu le nom, vous imaginez un truc gigantesque, mais en fait on est à 8 cm de longueur maximale chez les femelles en excluant le flagelle terminal. Ça reste quand même gigantesque, puisque le groupe auquel il appartient, les uropiges, ont une taille tournant plus vers 2 cm. Mastigoproctus giganteus est endémique du Mexique, et à l'image du reste des uropiges, dont il est surtout une version XXL, il est doté de pédipalpes très imposantes qui maintiennent fermement les proies. L'animal ne possède pas de venin, mais il est capable de projeter par son abdomen de l'acide acétique, un acide faible, qui est le principal constituant du vinaigre, d'où leur surnom anglophone de vinegaroon. Et on termine avec les araignées, un groupe bien trop vaste pour que je puisse vous les résumer proprement ici, c'est comme pour les insectes. Supposés apparaître au cours du Carbonifère, les araignées représentent un groupe à la morphologie très dérivée au fur et à mesure de l'évolution, avec perte de la segmentation du corps, la modification des chélicères en crochets venimeux, l'apparition de filières productrices de soie sur l'abdomen, tout autant de caractères qui les rendent aujourd'hui complètement uniques. Contrairement aux premières araignées, l'écrasante majorité des espèces modernes ont leur filière positionnée tout à la fin de l'abdomen, un des critères du groupe des Opistotèles. Ce groupe se divise en 2 lignées, les plus répandues faisant partie du groupe des aranéomorphes, où on le retrouve plus de 90% des espèces actuelles, et la gagnante du jour est le genre Deinopis, aussi appelé araignée à face d'ogre. Comme c'est surprenant! Au-delà de ces 2 grands yeux médians, ce genre est un cas parfait d'à quel point les araignées sont diversifiées. Vous avez normalement déjà vu une araignée, enfin, j'espère pour vous quand même. Beaucoup d'entre elles tissent des toiles statiques et après attendent que les proies viennent se foutre dessus. Sauf que dans le cas de Deinopis, c'est beaucoup plus fun, et c'est lié à ses yeux géants, très performants, puisqu'avec sa petite toile très adhésive entre ses pattes, elle attend, elle scrute s'il y a des trucs intéressants à proximité, et paf! Elle projette la toile sur la proie, remonte la toile et emmaillote la proie dedans pour la bouffer.
Tu m'étonnes qu'elle est communément appelée araignée gladiateur. Diurne comme nocturne et présente sur tous les continents avec un climat chaud à l'exception de l'Europe, ce genre est un excellent exemple de cas qui brise la tendance générale de l'araignée fixe qui attend sa proie que beaucoup de gens ont. Et on s'en rend pas assez compte, mais les araignées qui utilisent pas de toile, tout simplement, sont légion chez nous aussi. Bref, les araignées ne sont pas des monstres répugnants, et pour preuve, on va terminer avec une que je rêverais de voir un jour, Poecilotheria metallica. Appelée vulgairement mygale ornementale saphir, en référence à sa magnifique couleur bleue, c'est une espèce géante au sein des mygalomorphes. Parce que oui, les mygales ne sont pas nécessairement grandes, on en a en France, et elles sont pas très grandes. Qui constitue l'autre groupe des araignées opistotèles. Le corps peut atteindre une longueur de 6 cm pour une envergure bien plus importante. C'est une mygale qui est arboricole, qui se sert de sa toile que pour sa protection, et qui va directement à la chasse de petits vertébrés et d'insectes sur les arbres. C'est une espèce relativement trouillarde avec plus gros qu'elle en vrai, mais elle est plus ou moins sociable des cas d'individus de la même espèce cohabitant sur un même arbre ayant été rapportés. C'est une espèce très rare, ne vivant qu'en Inde, et bien que mourir de morsure d'araignée est un événement rarissime, et qu'en général c'est même pas à cause de l'injection du venin mais plus de votre système immunitaire qui surréagit, abstenez-vous de manipuler ce genre de bestiole à moins d'être déjà expérimenté. Les morsures du genre Poecilotheria sont connues pour avoir des effets assez vénères, donc si vous en voyez, prenez-en plein de photos, mais laissez-la tranquille, ça sera profitable pour tout le monde. Et une dernière info pour clôturer ce long voyage, cette espèce a été placée en 2012 sur la liste rouge de l'UICN des 100 espèces d'animaux les plus menacées d'extinction au monde. Youhou! Et oui, les arthropodes nous semblent éternels tellement ils nous sont familiers et nombreux, mais eux aussi subissent de plein fouet la crise actuelle. Ça fait des décennies qu'on rabâche que les abeilles sont dans la merde, et on a enfin suffisamment de données prouvant que le continent européen se vide de ces insectes, et les entomologistes et arachnologistes de tous bords témoignent d'une réduction des populations d'arthropodes. Donc je sais que je fais un peu partie des ovnis au niveau des animaux préférés, c'est sûr, mais s'il vous plaît, faites attention à toutes ces bestioles. Vous l'avez vu que les arthropodes ont une histoire énorme derrière eux. Essayez juste d'imaginer, là on s'est juste servi de 18 actions support, et si on prend uniquement les actuels de la vidéo, ça représente à peine 0,0002% de la diversité actuelle. C'est comme si dans ma chambre je m'intéressais qu'à 1,9 cm². Alors avant de les écraser juste parce que leur gueule ne vous revient pas, essayez de penser plus grand avec toutes ces petites bêtes, de voir plus loin, d'apprendre à les connaître. Les araignées ainsi que les scutigères, cousines des scolopendres, sont des exterminateurs d'arthropodes très efficaces dans les habitations. Et nous dépendons des insectes pollinisateurs pour plus de la moitié des fruits et légumes, et ça c'est que des exemples très proches de vous et sur lesquels vous pouvez plus ou moins agir. Comme tout ce que vous voyez, ils sont le fruit de millions d'années d'évolution, et ont précédé les vertébrés à de nombreuses reprises. Ça serait dommage de perdre cette merveilleuse histoire. Et sinon, pour en apprendre davantage sur les arthropodes, je vous recommande de vous référer au premier épisode de Discovery Break que j'avais sorti avant ce diptyque sur les arthropodes, où je présentais les chaînes de plantes carnivores et d'Arthropsida, qui sont deux chaînes qui balaient plein de domaines qui sont liés aux arthropodes, que ce soit l'aspect naturaliste de leurs observations, leur diversité, leur évolution, encore leur comportement par exemple. Bref, ils méritent bien plus d'abonnés, donc allez les voir. Et j'en profite aussi pour souligner, peut-être qu'il y en a certains et certaines qui ne l'ont pas vu, mais sur la chaîne il y a une playlist qui s'appelle Arthropod Park, et vous pourrez retrouver dedans plein de contenus vidéo sur les arthropodes, dont les miens ou ceux des deux chaînes que je viens de citer par exemple. Sinon je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous connaissez la musique, aimez, commentez, partagez, s'abonnez, tout ça si vous en avez envie. Sur ce, c'était Moss, et à la prochaine.